Donc le jour d'après ou la nuit qui a suivi la sortie de 6am in LA, Drake sort Family Matters. On est en pleine nuit, moi je me réveille pour aller me faire un thé, hein, c'était un peu débordé. Bam, je vois le morceau. Oh là là, laisse tomber. À partir de là, il n'y aura plus de limite dans le clash. Ta mère, ta grand-mère, tes enfants, ça y est, tout le monde y passe. Okay, là, ça y est, c'est fini. C'est l'heure des révélations. Ils aiment révéler ces deux rappeurs apparemment, mais on va voir. Alors, petite nouveauté, pour ce clash, Drake va faire le choix de l'animer en vidéo. Alors dès les premières images, on le voit avec la légendaire chaîne G-Unit, qui est la fameuse chaîne que le rappeur de South Jamaica Queens portait à son prime lorsqu'il était en bif avec tout le rap game. Donc Drake continue à jouer sur cette référence pour dire qu'il est seul contre tous, mais qu'il va sortir de là triomphant. Ensuite, on voit un van en direction de la casse en référence à la Dodge Caravan de 96 de la pochette de Good Kid, Mad City. C'est notamment dans cette voiture qu'il lui arrive toutes les dingueries qu'il raconte dans ce fameux album qui est un véritable classique, qui m'a marqué, qui est l'un des meilleurs albums rap que j'ai pu écouter. On va revenir sur le clip, mais parlons un petit peu de la musique. Alors la musique est découpée en 3 parties. Donc clairement, on comprend qu'il a enregistré tous ses morceaux un petit peu ici et là et qu'il a un petit peu rapiécé le morceau. Donc la première partie, il commence par le N-word. Donc on peut constater qu'il répond au morceau Euphoria, d'accord? L'instru du morceau, du moins de la première partie du morceau, c'est celle qu'il a teasée à la fin du morceau Push-Ups. Donc en quelque sorte, il avait tout calculé. Et quel est l'angle d'attaque de ce morceau? En gros, sur ce morceau, Drake veut montrer que Kendrick Lamar est une fausse idole. Tout ce qu'il propose n'est qu'une façade et en réalité, il n'est pas mieux que lui, voire même pire. Tu n'es ni quelqu'un qui a vécu dans la street de Compton. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début du morceau qu'il dit « Tu sais qui représente vraiment un set? Mon Renoir Wadji. Tu sais qui représente vraiment un set? Mon Renoir Chuck T, qui est donc The Game. Tu sais qui représente aussi un set là-bas? CB, en référence à Chris Brown. Même Chris Brown représente un gang à LA, mais toi, en fait, t'as toujours été un gentil garçon et tu le dis toi-même. Good Kid, Mad City. Donc, en quelque sorte, toi, moi, là-dessus, c'est kiff-kiff. Ensuite, tu rappes toujours comme si tu étais sur le point de libérer les esclaves. Tu fais juste semblant d'être un activiste, c'est du faux. Tu retournes même pas dans ton quartier pour planter des arbres de billets. Des arbres de billets, Money Trees, c'est en référence encore une fois à Good Kid, Mad City. Quand tu vois la posture d'un Kendrick Lamar qui se donne un côté très Black Messiah, qui est le terme d'ailleurs que Drake reprend dans sa musique. Donc Drake en quelque sorte est en train de dire que Kendrick Lamar se prend trop au sérieux, mais en réalité il fait pas grand chose. Et justement Drake dit aussi que ce n'est pas le pro-black qu'il pense être. Pourquoi? Parce que voici ce qu'il dit. Tu es le messie noir qui épouse une reine métissée, tout comme lui d'ailleurs, parce que c'est sur cet angle-là que Kendrick l'a attaqué. Le fait que Drake ait une double culture et qu'il ait grandi dans une culture qui n'est pas la culture noire, entre guillemets, mais sa femme elle-même est métissée. Tu fricotes avec une blanche, en gros il dit Vanilla Cream dans le morceau, mais il fait référence à une blanche, pour aider à booster ta confiance en toi. Dans son dernier album, Mr. Morals and Big Stepper, il dit qu'il a couché avec une blanche ou des blanches, je sais plus exactement, mais je crois que c'est une blanche à Amsterdam pendant sa tournée, etc. Et donc Drake lui dit, mais finalement, tu fais comme moi. Tu couches avec des blanches, avec des noirs et tout ce qu'il y a entre les deux. Il le dit justement dans le morceau. Le but de ce morceau, c'était de faire effet de miroir sur Kendrick Lamar. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il continue à se foutre de sa gueule et de son physique. Toutes les phases de Drake sur le physique de Kendrick Lamar sont rigolotes et légères. Overlooking, ça peut être négligé, mais en même temps, overlooking, ça veut dire que je regarde au-dessus. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que en réalité, Drake regardait droit, mais comme Kendrick Lamar est trop petit, eh ben, il a l'impression que Drake le regarde de haut. C'est des petites phrases comme ça que j'ai trouvé sympa. Ensuite, il dit... Donc Drake va jouer sur un effet miroir sur ce morceau, il va l'attaquer toujours sur sa taille et enfin, il va faire quelques révélations. Alors la première révélation, ce serait que Def Free, qui est donc le meilleur ami de Kendrick Lamar, cofondateur de PG Lang et aussi General Manager, hein, c'est le titre qu'il a dans la boîte, serait l'un des pères des enfants de Kendrick Lamar. Ce qui veut dire qu'il aurait couché avec la femme de Kendrick Lamar, ce qui est une énorme révélation. Parce que si ton general manager est le baby daddy de ta baby mama, alors tout cela prend du sens pour moi. Pas pour moi, perso, ça n'a pas de sens pour moi. Je comprends pas pourquoi un Kendrick Lamar serait toujours proche d'un Def Free, et pourtant Kendrick Lamar est au courant que Def Free a couché avec sa baby mama. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Non. Ensuite, dans la deuxième partie drill,
il s'occupe de tout le monde autour de Kendrick Lamar, en plus de Kendrick. A$AP Rocky, Rick Ross, Metro Boomin, The Weeknd et bien sûr Kendrick Lamar. Alors, il a attaqué tout le monde, mais clairement, parmi toutes les personnes qu'il a attaquées dans ce morceau, celui qui a clairement pris un headshot, c'est Rocky. Bon, clairement, il a donné le bâton pour se faire battre. Et il poursuit en disant « Je ne savais même pas que tu rappais encore parce qu'il ne parle que de tes fringues encore. Tu devrais avoir un autre enfant avant de penser à sortir quoi que ce soit. Même quand tu sortiras quelque chose, ils vont dire que tu devrais retourner au mannequinat parce que c'est encore mid. » À la cadence qu'il a dit les choses, il a clairement tué Rocky. J'aime bien Rocky, mais il a raison. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti un album potable, le frérot. Enfin bref. Et pour finir, il dit sur Rocky « Tu fumes du Fenty, t'es là à demander d'être dans le premier projet. » T'essaies de rentrer dans l'embrouille. Alors, Fenty, ça fait bien sûr référence à la marque de sa femme, mais aussi au fentanyl, une drogue dure très répandue aux US. Et lorsqu'il parle du premier projet, il fait référence au premier projet de Metro Boomin, donc We Don't Trust You. Et A$AP Rocky disait qu'il aurait voulu être plutôt dans ce projet-là, plutôt que dans We Still Don't Trust You. Et ensuite, il dit, demande à Fring si c'est une bonne idée la prochaine fois que vous faites des câlins au lit. Alors là, ça fait mal. Fring, c'est Rihanna, en référence à Gustavo Fring. C'est le petit nom que Drake donnait à Rihanna à l'époque de leur relation. Ils mataient la série ensemble et c'est d'ailleurs Rihanna qui l'a fait découvrir à Drake. Et ensuite, il finit en disant « Elle te dira elle-même de laisser ce garçon tranquille », donc en référence à Drake, « avant que tu te fasses encore couper la tête ». Alors, quand il parle de se faire encore couper la tête, d'après Genius, il ferait référence à l'accident que A$AP Rocky a eu en trottinette électrique en 2019, ce qui serait à l'origine de la mode babouchka qu'il a lancé pour cacher ses blessures. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit exactement sur Future ? Alors il n'attaque jamais vraiment Future violemment, même sur Push-Ups, comme s'il voulait laisser la porte ouverte à ce que les choses s'arrangent. C'est ma lecture. Et donc dans cette deuxième phrase, il prend donc Lil Wayne, alias Metro Boomin, pour responsable de leur embrouille. Ensuite, troisième partie de la vidéo. Alors là, on va parler du clip. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Lui et sa sécu Chubbs se rendent au restaurant New Hawking à Toronto. Le restaurant que Kendrick a cité dans son morceau Euphoria. On n'en a pas parlé plus tôt parce qu'il n'y avait pas de choses vraiment à décrypter. Quoique si, il y a des choses à dire dessus, mais voilà, on en parle maintenant. Dans le morceau Euphoria, il dit qu'il est à New Hawking, donc restaurant de Toronto. Il est en train de chiller, en train de manger dans le restaurant. En gros, il est en train de vivre sa meilleure vie là-bas. Donc en gros, personne ne va le toucher, même à Toronto. Il est à l'aise partout. D'ailleurs, en disant ça, le restaurant a explosé. Les gens ont mis des 5 étoiles, bref, le restaurant est célèbre. A new Kendrick Lamar diss record targeting Toronto's own Drake has one local Chinese restaurant caught in the middle, but in a good way. New Hawking on Spadina was mentioned in the song Euphoria, and now the owner says they have since been showered with 5-star reviews. Donc Drake, pour montrer que Toronto c'est vraiment sa ville, il va se rendre lui-même à New Hawking dans le clip. Donc Drake s'amuse avec sa chaîne G-Unit, pendant que le directeur du restaurant, enfin je crois que c'est le directeur du restaurant, s'amuse avec les chaînes de Pharrell Williams. Ce que ça me dit, c'est que Drake avait déjà enregistré le morceau, d'accord, et avec le clip, il répond à Euphoria. Et donc en guise de dessert, ils sortent 2 gâteaux, un qui s'appelle Happy Co-Parenting et un deuxième qui s'appelle Happy Divorce. Donc clairement, ce qu'il est en train de nous dire de façon indirecte, c'est que Kendrick Lamar, le bon père de famille, est désormais divorcé et qu'il vit seul à New York. Et ça, il va le dire un peu plus tard dans les lyrics. Musicalement, comment il commence? Alors, il commence de manière hilarante, selon moi. Et ensuite, Drake dit tout de suite, où est ton oncle? J'aimerais parler à l'homme de la maison. En fait, c'est drôle, mais ça peut être mal pris par une certaine communauté. Moi, ça me fait un peu rire, vous m'excuserez, parce que j'ai trouvé ça drôle la manière dont il a amené les choses, mais c'est un peu une manière de provoquer Kendrick Lamar, encore une fois, sur sa famille et pas directement sur lui. En fait, si vous avez écouté Mr. Morals et Big Steppers, vous savez que Kendrick Lamar a parlé de son oncle trans, en fait. Il a une tante qui a transitionné. Il en a fait un morceau qui s'appelle Anti-Diaries. D'ailleurs, le morceau est bon. Et donc Drake, en fait, il dit qu'il veut parler à l'homme de la maison en parlant de son oncle. C'est clairement un shot en quelque sorte à Kendrick Lamar. Je m'arrêterai là, mais vous avez compris. Une autre phase très drôle. En fait, globalement, lorsque tu regardes les phases de Drake dans ses clashs, en particulier les clashs contre Kendrick Lamar, on sent qu'il a voulu être drôle en quelque sorte et qu'il a pris les choses un petit peu trop à la légère. Et justement, il y a cette autre phase que j'ai trouvé drôle et qui pour le coup était bien placée, c'est celle-ci.
Alors pour ceux qui n'ont pas compris la phase, il fait référence au morceau Duckworth de Kendrick Lamar, dans lequel il raconte une anecdote qui a eu lieu dans les années 90 entre son père et Top Dawg, l'ancien boss de son label. Top Dawg était encore actif dans la rue, donc Top Dawg c'est un gangster avec un vrai CV. Il prévoyait un deuxième braquage du KFC local où le père de Kendrick Lamar travaillait dans les années 90. Bien sûr les deux ne se connaissaient pas et en fait le père de Kendrick Lamar avait l'habitude de lui offrir un sandwich ici et là pour que Top Dawg l'ait à la bonne, parce qu'il savait que Top Dawg c'était quelqu'un d'un peu violent. Et en quelque sorte, le vol en question aurait pu entraîner la mort de Duckworth, le père de Kendrick Lamar, qui est aussi le deuxième prénom de Kendrick, mais sa générosité a empêché Top Dawg de faire du mal à Duckworth. Donc plusieurs années plus tard, Top Dawg aura mis la rue de côté, il ouvrira un label du nom de Top Dawg Entertainment et il signera un gamin du nom de Kendrick Lamar qui n'est d'autre que le fils de ce fameux Ducky. Et donc, Drake insinue que lui et son père sont des victimes de Top Dawg d'une certaine manière. Kendrick Lamar, Drop and Give Me 50 et Ducky qui allait se faire braquer au KFC. Et donc il utilise la référence de l'album Like Father Like Son de Lil Wayne pour rendre la punchline encore plus drôle et incisive. Alors tout à l'heure je t'ai parlé du manager de Kendrick Lamar. Eh bien, figure-toi que j'avais pas tort. Dans le morceau Family Matters, il cite à un moment donné ce fameux Anthony. Voici ce qu'il dit. Anthony a mis les gens en place et Kojo te facture le double pour rien. Kojo c'est un producteur qui bosse depuis longtemps avec Kendrick Lamar et Anthony ça peut être effectivement Top Dawg, mais il l'appelle Top habituellement. Ou alors ça peut être ce fameux manager qui met en place les jeux. Donc ça peut confirmer ce que je t'ai dit plus tôt, comme quoi Drake en veut beaucoup aussi au manager de Kendrick Lamar qui justement a tout orchestré. Donc voilà, on a peut-être cet élément là qui confirme mes propos. On verra par la suite quand on aura plus de détails. Et enfin, en termes de lyrics, il révèle la situation conjugale de Kendrick Lamar qui rentre encore dans cette idée de miroir dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Pourquoi as-tu déménagé à New York? Est-ce que c'est parce que tu vis cette vie de célibataire? Tu as fait ta demande en mariage en 2015, mais tu ne veux vraiment pas en faire ta femme légitime? Je suppose que ce mariage n'aura pas lieu, n'est-ce pas? Parce que nous savons quelles sont les filles que tu aimes réellement. Kendrick Lamar n'est pas le bon père de famille qu'il voudrait nous laisser croire, en particulier dans Euphoria, où il dit à la fin du morceau qu'il discipline bien ses enfants, que c'est sa priorité. Et dans 6am in LA, il dit qu'il a une vie ennuyeuse, donc il nous laisse penser que c'est un père de famille qui fait des trucs de père de famille. Mais en réalité, ce que Drake veut nous dire ici, c'est qu'il n'est pas loin d'avoir le même style de vie que lui. Et enfin, grosse révélation. Alors, j'avais entendu ce truc ici et là, mais je me disais que Drake n'allait pas s'en servir parce que c'est encore trop une rumeur et même c'est vraiment là pour le coup se rouler dans la boue. Et pourtant, il l'a fait. Il dit que Kendrick Lamar aurait levé la main sur sa femme. Et pour moi, ce qui est le clou du spectacle dans ce clip, c'est lorsque Drake révèle qu'il est en possession de la bague de fiançailles de Whitney. Whitney, la femme donc de Kendrick Lamar. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit wow, quelle réponse. J'avoue que visuellement parlant, c'était très fort. Lyricalement parlant, ça l'était aussi, même si ça aurait pu aller un peu plus loin, à mon avis, on va en parler. Mais c'est une grosse réponse. Musicalement parlant, Family Matters est excellent. Drake ne peut pas s'empêcher de faire des bons sons avant tout. Vraiment, pour le coup, Family Matters, c'est un bon morceau. Et donc c'est pour ça qu'en termes de musicalité, je lui mettrais 5 sur 5. En termes de musicalité, Family Matters, c'est probablement le meilleur morceau, selon moi, du Clash, avec Push-Ups et Euphoria. Bon, ça se bagarre. Mais Family Matters, c'est la phase 2 du Clash, donc je le mettrai en numéro 1. Ensuite, pour ce qui est des punchlines, il a été plus virulent que sur la phase 1, sur Push-Ups, plus direct. Par contre, je pense qu'il aurait pu aller plus loin lorsqu'il a parlé du style de vie de Kendrick Lamar. En gros, il a décrit que c'était un célibataire. Il a dit, ouais, on sait quel genre de femme tu aimes. Il a parlé du fait qu'il était fiancé en 2015 et qu'aujourd'hui, ils sont séparés. Mais il aurait pu clairement dire à quel point c'était une merde dans cette situation-là, que c'est un menteur et nanana. Tu vois, il aurait pu aller plus loin. Il a juste questionné et exposer des faits, mais il aurait pu être insultant dans ces faits-là. Et c'est ça qu'on demande dans un clash. C'est pour ça que je lui mets pas 5 sur 5 et que je lui mets 4 sur 5. C'est-à-dire que là où Drake s'est vraiment concentré, c'est sur les reveals. La situation de Kendrick, la bague, Death Free et tout ce qu'il a dit, exposé dans le morceau, il ne nous l'a pas prouvé. Et moi, à titre personnel, j'ai pas cru à Death Free direct. Dès que j'ai écouté le morceau, je me suis dit, mais ça a pas de sens. Donc, déjà, ça n'a pas de sens. Ensuite, la bague, il n'est pas en mesure de nous prouver que c'est réellement la bague de fiançailles de Whitney. C'est peut-être le cas, mais il y a eu cette histoire de la cover avec la facture, mais même ça, j'y crois pas. Je crois que c'est juste les fans de Kendrick Lamar qui ont... Parce que quand tu regardes, bref, ça colle pas. Donc, il y a cette histoire de bague, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bague de Whitney. Ce serait la bague de Whitney, ça serait très fort. Le fait que Kendrick Lamar tape sa femme, il est obligé de sortir des receipts. Drake a dit beaucoup de choses dans ce morceau. Et mis à part le fait qu'il soit désormais célibataire,
il y a absolument rien en quoi je crois dans ce morceau. Donc, c'est pour ça que je lui mets un 2 sur 5. Donc, ça fait au total un score de 11 sur 15. 11 sur 15. Alors, ce clash, normalement, devait donner du fil à retordre à Kendrick Lamar. Pourtant, c'est à partir de là que ce dernier va réellement se révéler selon moi et que c'est à partir de là où l'écart va réellement se creuser. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que le temps de drop est hyper important dans un clash. Eh bien, c'est justement ça qu'il nous a prouvé ici. Autant avec Euphoria, il a mis 3 semaines à répondre. Ok, il a préparé sa stratégie. Il sort Euphoria, le morceau est bon, il n'y a pas de souci. Mais 3 semaines, poteau, je suis obligé de t'enlever des points. Mais là, pour ce qui est du truc qui va sortir là,